Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour la presse en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 mars. Alors, nous avons de bonnes nouvelles pour commencer. La Commission est parvenue à un accord avec BioNTech Pfizer pour une livraison anticipée de 10 millions de doses de leur vaccin, initialement prévue dans le cadre d'une option de notre second contrat pour le 3e et 4e trimestre de cette année, qui seront maintenant livrés au cours du 2e trimestre, portant le total attendu de BioNTech Pfizer pour ce 2e trimestre à 200 millions de doses. Cette proposition doit bien entendu être approuvée par les États membres dans le cadre du comité directeur conjoint, le fameux Steering Board. Comme la présidente von der Leyen l'a dit dans une déclaration publiée ce matin, ceci donnera une marge de manœuvre aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre, bien entendu, de leur stratégie de vaccination dans les mois à venir. Vous trouverez à ce sujet plus d'informations dans notre Daily News. Puis, suite à la réunion hebdomadaire de chefs de cabinet d'hier, je peux vous annoncer l'agenda du collège de demain et les arrangements de presse. Le collège se saisira demain de plusieurs dossiers liés à la pandémie de la Covid-19. Tout d'abord, le collège adoptera une communication avec le titre « Une voie commune vers une réouverture sûre et durable ». Les commissaires adopteront aussi une recommandation de règlement relative au certificat numérique vert afin de faciliter la libre circulation pendant cette pandémie de la Covid-19. La présidente von der Leyen descendra en salle de presse, accompagnée par les commissaires Thierry Breton et Didier Reynders, pour présenter le compte-rendu du collège. Je passe maintenant la parole à Myriam pour une annonce sur notre soutien à l'emploi dans cette période de pandémie. The Commission has today disbursed further €9 billion under the instrument SURE to 7 member states. It will help finance short-term work schemes and support member states in fighting the negative economic and social consequences of the pandemic. Czechia has received funding from SURE for the first time in the amount of €1 billion. Furthermore, Spain has received €2.87 billion, Croatia €510 million, Italy, €3.87 billion, Lithuania, €302 million, Malta, €123 million, and Slovakia, €330 million. So far, 60 member states have received a total of €62.5 billion under SURE in back-to-back loans. You can find further information in our press release. Thank you very much. And I should have specified perhaps that Myriam is replacing Balázs on this file, since usually it is him who is making the announcements on these disbursements. Then, bear with me, I have a couple of announcements concerning today's council meetings and additional press events. So, Executive Vice President Valdis Dombrovskis, Commissioner Paolo Gentiloni, and Commissioner Mairead McGuinness are representing the Commission at the ongoing ECOFIN video conference. The Commission will present the communication on the fiscal policy response from the 3rd of March and will discuss the priorities of the National Recovery and Resilience Plans. Ministers will also discuss the tax challenges arising from digitalization, as well as the state of play of legislative proposals on financial services. Executive Vice President Dombrovskis will participate in the press conference, which follows the meeting around 1 p.m. Ministers of Health are also meeting today via video conference. Commissioner Stella Kyriakides represents the Commission. The ministers will discuss the measures to contain the COVID-19 pandemic, focusing on public health measures such as universal use of face masks and testing requirements for mobility within the EU. Ministers will also discuss the implementation of Europe's Beating Cancer Plan. The director of the European Centre for Disease Prevention and Control, Andrea Ammon, will give an update on the current epidemiological situation in the EU.
And the Executive Director of the European Medicines Agency, Emer Cook, will inform ministers on the state of play on COVID-19 vaccines, authorizations, and development. Commissioner Kyriakides will take part in the press conference at the end of the meeting around 5 p.m. Lastly, Commissioner Didier Reynders is taking part in an informal meeting of ministers responsible for consumer protection. Items for discussion will be the development of the European Consumer Protection Policy, as well as the next steps following the adoption of the new consumer agenda. Commissioner Reynders will participate in the press conference after the meeting at 5:30 p.m. So as usual, I would ask you to address your questions on these various issues to the commissioners during these press conferences. Now, before moving on to your questions, let me inform you that the Director of the European Medicines Agency, Emer Cook, will hold a press conference at 2 p.m. for Brussels accredited journalists. Now, I'm making this announcement because due to technical constraints on the side of EMA, we are offering the platform, the technical infrastructure for this press conference on our Interaxio platform that you know very well, since it is the one that we use every day. So it is an EMA, European Medicines Agency press conference. We are simply providing the technical infrastructure, and Stéphane de Kersmaker will moderate the questions, since we need to have somebody here to do this. So this is at 2 p.m. and you will receive the invitation by email. And now we're ready to take your questions, and I will start today with Athanasios. Can you hear me? Can you see me? We can hear you and see you, Athanasios. Very good, very good, very good. I have some issues with my laptop here. Anyway, I have a question on the halloumi file. I believe there are some things happening in the background, some deals with the DGs that undertook the file, and you're closing into a deal with the two communities for the protective denomination of origin for these Cypriot seas. Could you please update us on the situation? Where are we? When should we expect the deal to be announced? Thanks. Thank you very much. An apt question at lunchtime, so I called Miriam to the podium. Thank you, Athanasios. I can confirm that since 2015, you know that we have been examining this dossier, including the Cypriot Common Understanding on registering halloumi as protected destination of origin. In particular, we have analyzed carefully all the objections that were raised. The Commission is now in a position to share its proposal with Member States and has launched the process for a vote in the Quality Committee on the 26th of March. As foreseen in 2015, this will allow the producers of halloumi and Helim cheese to cross the Cyprus border green line, provided it is produced in accordance and compliance with the EU hygiene and safety standards. This second process is now with the Member States, who are studying it today, and will be voted by the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed. Thank you. Athanasios, you have a follow-up question. You want a second serving. Go ahead. Yeah, short follow-up. Yeah, you know, halloumi is never enough. It's an issue. Anyway, how do you solve the issue of checking with how those procedures are followed in the Turkish Cypriot community, since the government has no effective control in that place? Thanks. So I think you're referring to the sanitary and phytosanitary standards. I'm not really the expert, but I can just confirm what I said, that there has been an agreement, and it's being discussed in parallel, on the possibility to ensure that those that are in full compliance are able to cross the Cyprus Green Line border. So in principle, we would have the guarantees that this would be complied with. Thank you. So I think we'll move on from the halloumi file, and I go to James Frainie.
Good morning. Oh, sorry, good afternoon, I should say, Eric. Apologies. Just a quick one, James Rennie, Daily Mail. Would President von der Leyen take an AstraZeneca vaccine, please? Thank you. Of course. So let's stick to the issue of vaccines. Oliver. I suppose it's on vaccines or vaccination. Oliver, you have the floor. Oh, sorry, it's not on data. Okay. Samuel, we'll come back to you, Oliver. Oui, bonjour. Toujours donc une question concernant AstraZeneca. Depuis l'autorisation de mise sur le marché européen du vaccin, la Commission a émis à plusieurs reprises des critiques concernant l'incapacité de la compagnie à assurer les livraisons dans les délais impartis. Dès le départ, on a eu aussi certains États membres qui ont arrêté d'utiliser les doses AstraZeneca pour certaines catégories de population. Et aujourd'hui, plusieurs pays réagissent différemment aux inquiétudes qui sont liées au caillot de sang. Soit on continue à utiliser AstraZeneca, soit on arrête. Donc, là, ce que tu viens de dire sur Madame von der Leyen répond partiellement à la question que je vais te poser. Mais quelle est l'évaluation générale de ce vaccin en Europe et par la Commission? Et pensez-vous que l'entreprise est fiable? Et est-ce qu'il y a des raisons qui font qu'elle est plus souvent critiquée que les autres fabricants? Excuse-moi, mais d'une part, sur l'évaluation du vaccin, nous avons répété à d'innombrables reprises que c'est le rôle de l'Agence européenne du médicament de se prononcer sur le vaccin. Pour le moment, l'Agence européenne du médicament a clairement exprimé sa position. Je vous rappelle qu'ils ont sorti un communiqué de presse sur ce sujet extrêmement récemment, y compris suite aux incidents qui se sont produits et qui sont en train d'être investigués, et en disant qu'ils vont se réunir jeudi pour analyser cette question. Ce n'est pas à la Commission européenne qu'il faut poser la question sur le vaccin. Nous nous contentons de suivre les recommandations de l'Agence européenne du médicament. En ce qui concerne la viabilité de l'entreprise AstraZeneca, excuse-moi, mais ce n'est absolument pas une question pour la Commission européenne. Comme tu le sais, nous avons un contrat de préachat avec cette entreprise et nous sommes en discussion constante avec l'entreprise sur la livraison des doses qui sont prévues. Follow-up. Et donc, si je comprends bien, étant donné que vous suivez les recommandations de l'Agence européenne du médicament, vous continuez à recommander l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Mais Samuel, ça n'est pas à nous de recommander. Je n'arrive pas à comprendre que nous revenions toujours sur cette question. Ça n'est pas nous qui décidons de recommander ou non un vaccin, c'est l'Agence européenne du médicament. Il y a quand même un partage des responsabilités au sein de l'Union européenne entre institutions, agences, États membres, etc., etc. Nous n'avons pas vocation à nous prononcer sur chaque question qui se pose. Il faut adresser vos questions à l'Agence européenne du médicament. Et d'ailleurs, comme j'ai eu l'honneur de l'annoncer à la fin de mes remarques introductives à ce rendez-vous de midi, il y aura une conférence de presse de l'Agence européenne du médicament à 14h. Donc je t'invite à adresser tes questions à la directrice de l'Agence européenne du médicament, Emer Cook. Je crois que c'est important pour la lisibilité de l'action de l'Union européenne de se tourner vers les institutions qui ont une responsabilité particulière sur un dossier. Et dans ce cas précis, c'est clairement la responsabilité de l'Agence européenne du médicament. Samuel, dernier follow-up, car tu as beaucoup de collègues qui souhaitent prendre la parole. Oui, ça marche. Dernier follow-up. Juste en tant qu'organe exécutif de l'Union européenne, il me semble que vous avez évidemment un rôle politique dans la matière, donc, et que vous faites aussi des recommandations sur la base de tas d'avis scientifiques, que ce soit pour les déplacements en Europe ou pour la santé. Donc c'est pour ça que je pose la question de quelles recommandations politiques vous faites par rapport à l'utilisation du vaccin. Excuse-moi Samuel, mais s'il y a un domaine dans lequel on ne doit pas faire de politique, c'est bien dans le domaine des recommandations de santé. Donc, clairement, la Commission européenne suit les avis de l'Agence européenne du médicament et nous ne bougerons pas
de cette position. Marco. Oui, bonjour. I'm sorry, but I have an issue with my camera. Marco Bresolin from the Italian newspaper La Stampa. Yesterday, the main member states decided to suspend the AstraZeneca vaccine, and it was a coordinated move. My question is, were the Commission and the other member states involved in this decision, or simply there is a sort of multi-speed Europe when it comes to vaccine safety? Les prérogatives des États membres. I'm going to call Stefan on the podium. Thank you for your question. It perhaps gives us the opportunity once again to explain what are the differences, what is the allocation of prerogatives and responsibilities in this area between the various actors active in the field of vaccination. Stefan. Thank you very much, Marco. So yes, indeed. The first thing is EMA. EMA comes with a recommendation regarding a vaccine. And that recommendation can cover several aspects of the vaccine, to use, age, and so on. So there's a recommendation of EMA. And then the political decision to put the vaccine on the market is a decision that is taken by the Commission, following, of course, a consultation of the member states. Then the vaccine is put in the market and can actually be used. Now, the use of vaccines and the actual vaccination is a matter of national competence. It is up to the member states to design their vaccination plans and also to implement their vaccination plans. And that also includes to decide which vaccines to use when and how. Of course, a member state cannot decide to go against the recommendation of the European Medicines Agency, but it may apply stricter rules than those that are in the recommendation of the European Medicines Agency. A member state can, from that point of view, therefore, take precautionary measures or other measures which it deems fit to tackle the different challenges it has to cope with, taking into account the epidemiological situation in the member state, the needs in terms of vaccination, and so on. Thank you. Marco, you have a follow-up. Yes, please. My question was, what was the Commission involved in this coordination? Because yesterday we have seen from some government that they say that it was a coordinated move. So my question is, was the Commission involved or not? And if not, are you happy that some member states decide to suspend a vaccine that is part of EU strategy with a coordination between small groups of them and not at EU level? No, Thank you. Marco, I mean, once again, you are asking us to comment on things which are not our responsibility. The answer is no, the Commission is not involved in member states' decisions to temporarily suspend a vaccine. Let's be clear. And we do not have a position to express on decisions which are taken on health grounds by member states in this area. Let's be very clear. We are in a situation where each actor has a specific responsibility. And in the issue of health, it is very clearly a responsibility of the member state authorities to take these decisions. Whether they decide to coordinate among themselves and between their health authorities is their prerogative. We were not involved in this coordination. Continuons sur ce sujet. Odile. Je t'en prie, Odile, vas-y. Oui, pardon. Sur ce sujet, hein. Vaccin, mais avec l'Afrique, ça va? Écoute, là, on va prendre les aspects extérieurs des questions vaccination après. Je note ta question. Gabriela, is it on this? Please only keep your hand raised if it is on vaccines and vaccination strategy, and more particularly for Stefan, of course. Gabriela, go ahead. Thanks. No, this is about travel, so I'll wait. Thank you.
All right, Susanna. Thank you. Susana Fresta, SIC Expresso. I have a question regarding the announcement earlier this morning and regarding the 10 million doses, extra doses from Pfizer-BioNTech. So I would like to understand what do you mean by up to more than 200 million doses for the second quarter? What does this mean, up? Because I was supposed, well, aren't you expecting, well, delivery? Don't you think that that Pfizer is going to deliver everything they promised? And I also would like to understand what exactly changed in the figures, because I'm totally lost with these 200 million and the 300 million in total. And can you tell us as well if these 10 million extra doses fill the gap in the AstraZeneca deliveries? Thank you. Thank you very much. First, as far as the 200 million is concerned, actually what the press statement is saying is that we will have accelerated the delivery of 10 million doses, coming indeed from the second contract, the option of the second contract. The result of this is that the deliveries of the expected number of doses by BioNTech Pfizer will indeed be up to 200 million euros. You know that we continue to follow the delivery of doses with the companies very closely. We have very regular meetings with them. For us, it's very important indeed that sufficient numbers of doses are delivered by the companies in line with the commitments of these that have been made before. And so this is the case. I'm not entirely sure what you mean by the 300 million. I can say that. Go ahead. And then I think your last question was whether we believe this would make up for the deliveries of AstraZeneca. I think we look at the deliveries of all the vaccine doses of all the companies all the time. We're in contact with all the companies all the time, and what matters to us is that we have sufficient deliveries of sufficient doses. What matters is that we are able to reach the 70% vaccination target by the end of the summer. And on the basis of the different ongoing contacts with the companies, we set our objectives, targets as discussed yesterday, and it's on that basis that we work with the different companies, take into account issues, problems that may arise, and also commitments of the different companies, of course. Thank you. On the issue of the 300 million that we have been mentioning concerns vaccine deliveries overall in Q2, so from various producers. And what we are saying today is that we now expect 200 million doses from BioNTech, Pfizer in this context for Q2. Susanna, you have a follow-up? I do. Sorry, I really have to insist on this. What do you mean? So now you said you wait 200 million doses. So it's not more than 200 million doses. So what is the exact figure? Because otherwise we cannot know in the future that what you're saying was true or not. We cannot compare. So, and yes, you were right when I mentioned the 300 million, I was talking about the figures, the total figures that you mentioned before for the second quarter. So my question again is, what is the impact on this 300 million doses? So do you expect also more than 300 million doses now? Thank you, Susanna. Look, we're talking about expectations, right? So we expect to get now 190 plus 10 million doses from BioNTech Pfizer. So we expect to be receiving 200 million doses in the second quarter from BioNTech Pfizer. Okay? Whether ultimately it will be more or less, time will tell. But that's the nature of a schedule, right? You fix a number, which is basically the number that you expect. Yesterday I used the word target, and we had a whole debate about the significance of the word target. So let's use the word expectation. What we will look towards in terms of deliveries of vaccine doses from BioNTech Pfizer by the end of the quarter is 190. And if the member states agree to to exercising this option for the 10 million
and bring it forward to Q2, that will bring the total to 200 million. And then we will certainly stand here in the press room at the end of the second quarter and see whether the deliveries have lived up to expectations or not, or if they have exceeded expectations. Who knows? It does not change for the moment our overall expectations of 300 million doses for Q2, but let's see how things evolve. As you know, we are looking at the situation constantly, and then we revise, if necessary, our expectations. Tommaso. Yes, good morning. Tommaso Gallavati in Kronos, Italy. Just a follow-up to the question by my colleague, if I may. First of all, are the 55 million doses of the Janssen vaccines included in your expectations? And the second question, if I may, is just a curiosity, because I've read on the Italian press that specifically in Repubblica from Paris, that the CEO of AstraZeneca, Pascal Soriot, is currently in Australia, where he's spending his winter. And in Paris, they have difficulties in speaking with him because of the time zones. I just wonder if the Commission has the same difficulties in dealing with Pascal Soriot. Thank you. That is indeed a curiosity that you are mentioning. No, we have very regular contacts with Pascal Soriot. Despite the significant time differences, the Commission never sleeps. As to the 55 million, listen, the 300 million is our overall figure for the second quarter for all companies. Okay, so it includes any figure from any individual company, and as I say, these are numbers which obviously we keep under constant review. Griselda. Merci. D'accord. Je voudrais continuer avec la question que Marco avait posée, ça fait déjà un petit moment. Parce que c'est évident que la santé, c'est une question nationale, mais c'est aussi évident que c'est la deuxième fois que l'Agence européenne du médicament prend une décision sur AstraZeneca qui n'est pas suivie par les États membres et pas pour le plus petit. Donc, la première, c'était sur l'âge de vaccination, si tu te souviens, Eric. Donc, j'aimerais savoir si vous ne pensez pas qu'il y a un problème avec la crédibilité de l'agence ou un problème de l'intitude ou un problème quelconque, parce que c'est évident que les États ne suivent pas. Et puis j'ai une question technique, pardon. J'aimerais savoir si un avis de l'agence sur la sûreté de ces vaccins serait motif pour pouvoir suspendre le contrat avec AstraZeneca, ce que vous avez payé, et motif pour demander un remboursement. Merci. Merci Griselda. En ce qui concerne l'EMA, non, je ne vois pas vraiment une contradiction. L'EMA a fait une évaluation et continue à faire des évaluations de tous les vaccins qui sont dans notre portefeuille. Il vérifie la sûreté, la sécurité, la qualité et l'effectivité de ce vaccin. Sur cette base-là, ils ont donné une recommandation. C'est une recommandation. Les États membres appliquent la recommandation, mais comme je viens de l'expliquer, les États membres ont le droit de suivre des approches plus strictes que celles qui sont dans la recommandation de l'EMA. Et donc, les États membres peuvent prendre des mesures plus strictes, des mesures provisoires, etc. Donc, je ne pense pas qu'il y a vraiment une contradiction là-dedans. En ce qui concerne ta deuxième question, je vais devoir te demander de me rappeler la question. Désolé. C'était sûr. Avec plaisir. Ah. Ma question, c'est sur les contrats. J'aimerais savoir si un avis de l'agence du médicament sur la sûreté du vaccin pourrait être une cause pour suspendre les contrats et demander un remboursement de ce que vous avez payé à AstraZeneca. Merci.
Merci beaucoup. Je pense qu'on ne va pas entrer dans le détail des contrats qui ont été conclus. Ce que tu sais, ce qui est important, c'est que les vaccins reçoivent évidemment le feu vert de l'EMA, ça c'est évidemment très important. Mais en ce qui concerne des aspects contractuels, là-dessus je ne vais pas pouvoir donner une réponse, mais je pourrais voir plus tard et voir si j'aurai des éléments additionnels à te donner. Merci. Merci. David. Oui, merci Eric. Excuse-moi, j'insiste moi aussi sur la question des 300 millions. Parce que vous dites souvent transparence et je crois qu'en ce moment, la transparence fait un peu défaut, surtout sur le front interne. 200 millions Pfizer-BioNTech, AstraZeneca a annoncé 70 ou 70 millions. Johnson & Johnson, on sait très bien que son objectif c'était 55 millions et après il y a 35 millions plus ou moins de doses pour Moderna. Où est-ce que est le problème si vous restez sur l'estimation de 300 millions? Merci. Mais écoute David, je pense que c'est très clair, c'est que les évolutions sont constantes. Tu vois bien avec l'annonce que nous avons faite ce matin. Et donc, nous révisons nos estimations progressivement, mais en prenant notre temps pour bien analyser les choses et en tenant compte qu'il peut y avoir des contretemps à droite ou à gauche, tout comme des bonnes nouvelles comme celles que nous avons annoncées aujourd'hui. Donc, je veux dire, c'est une situation mouvante, fluide, si tu préfères. Et nous ne sommes pas là à changer l'estimation chaque jour, mais effectivement, il se peut que nous revenions un moment avec une nouvelle estimation pour le deuxième trimestre. Mais aujourd'hui, nous avons fait une annonce ponctuelle par rapport à un fournisseur de vaccins et nous reviendrons ultérieurement s'il y a d'autres développements avec d'autres annonces qui peuvent avoir un impact sur le volume attendu au deuxième trimestre. Alors, nous restons sur les questions des vaccins. Thomas, tu as une question vaccin? Mauvaise source de micro, Thomas. Nous ne t'entendons pas. Do you hear me now? Yeah. Très bien. Sorry. What did you give them to convince them to anticipate the vaccines, the delivery of the vaccines, or is this just a gracious act from the side of Pfizer? Thank you. It's done in the context of our contract, so it's a question of discussion with the companies. Thomas, suivi. Well, does the price change, or is there any condition changing? No. Absolutely not. But let me remind you, this is a proposal. This has to be agreed to in the steering boards by the member states. So let's be very, very clear on this. Maria. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Bonjour, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur l'objectif que vous vous êtes fixé pour vacciner 70% d'Européens à la fin de l'été. Donc, en même temps, vous vous fixez cet objectif, mais en même temps, c'est un objectif qui dépend des décisions d'États membres, comme celui de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca, décision sur lesquelles vous refusez de faire de commentaires. Donc, est-ce que je peux vous demander au moins dans quelle mesure cette suspension a un impact sur cet objectif de manière générale, que ce soit en termes de timeline ou de la confiance que les Européens ont envers le vaccin? Et une deuxième question, j'aimerais bien insister sur la question de Griselda. On a quand même ici un problème de transparence puisque les citoyens ne savent pas ce qu'il advient de leur argent si un vaccin, par exemple, est suspendu.
Et je voudrais rajouter une question sur la transparence qui est liée à la responsabilité. Qu'en est-il? Donc ici, on voit qu'il y a des inquiétudes par rapport à la sûreté du vaccin AstraZeneca. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur la responsabilité? Qui est responsable pour des problèmes liés à la santé et au vaccin? Merci. Merci Maria. Ce que dit Stéphane, c'est qu'il allait se renseigner. Nous faisons de notre mieux ici sur le podium pour répondre à vos questions. Mais il peut y avoir des moments où nous ne pouvons pas rentrer dans le détail sur un contrat, ici sur le podium, immédiatement suite à votre question. Et dans ce cas-là, comme l'a dit Stéphane, nous allons nous renseigner et essayer de revenir vers vous. Sur ta deuxième question sur la responsabilité, je te rappelle quand même, Maria, que c'est une question que nous avons abordée ici un nombre incalculable de fois, ainsi que dans des briefings techniques. Donc j'ai un petit peu de mal à accepter les commentaires sur le manque de transparence sur ces dossiers. Je conviens qu'ils sont compliqués et je conviens que vous n'êtes pas tous toujours présents au midday briefing. Il y a parfois, rarement, de meilleures choses à faire que suivre nos débats, mais malgré tout, dans l'ensemble, ce sont des questions que nous avons répétées ici au podium depuis un certain temps, de très nombreuses fois. Évidemment, nous serons ravis de revenir vers toi sur ces éléments que, par ailleurs, tu trouveras dans de nombreux enregistrements du rendez-vous de midi. En ce qui concerne ta première question, quand tu mènes une politique publique ou quand tu es chef d'entreprise et que tu fixes un objectif, tu sais très bien qu'il va y avoir des aléas, certains favorables, d'autres défavorables, qui vont influer sur la capacité que tu as, au bout du compte, d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Mais à partir du moment où un objectif est un objectif important, tu fixes l'objectif et ensuite tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour essayer de l'atteindre en tenant compte des aléas. Si chaque fois qu'il y a un aléa, tu révises à la baisse ton objectif, alors ça ne sert plus à rien de le fixer. Nous avons fixé cet objectif, pourquoi? Parce qu'il est essentiel pour que l'Europe puisse revenir à une situation normale, notamment d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue économique et social. Et cet objectif, c'est notre ligne d'horizon. Notre ligne d'horizon. Et nous n'en changeons pas. Nous essayons de travailler pour l'atteindre en fonction des évolutions qu'il y a sur le terrain. Et ça va rester notre ligne. Est-ce qu'à un moment, il se peut que nous soyons dans une situation où nous pouvons dire, voilà, maintenant, nous sommes absolument certains que nous allons atteindre l'objectif plus tôt, ou alors nous pensons qu'il va être extrêmement difficile à atteindre? Peut-être, mais il n'en reste pas moins que l'objectif a été fixé, et c'est celui que nous poursuivons en fonction des développements qu'il y a au quotidien. Certains positifs comme l'annonce que nous avons faite ce matin, d'autres négatifs comme les décisions qui sont actuellement prises de suspension temporaire du vaccin AstraZeneca. Mais nous restons déterminés dans notre approche stratégique sur ce sujet. Maria, je te repasse la parole. Oui, merci. Désolée, sur la question de la responsabilité, je n'ai peut-être pas assisté à tous les middays tous les jours, mais si je me souviens bien, c'est quand même un paragraphe qui n'est pas visible pour ceux qui peuvent consulter les contrats. Corrige-moi si ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas un élément visible, alors est-ce qu'on peut, je veux dire, comment est-ce qu'on peut savoir dans ce cas précis, voilà, on a des problèmes ou des inquiétudes concernant AstraZeneca. Si ces inquiétudes sont avérées, qui sera responsable de ces problèmes sanitaires? Est-ce que c'est AstraZeneca, c'est la Commission européenne, ce sont les États membres qui achètent les vaccins? Merci. Alors, c'est avec grand plaisir que je vais repasser la parole à Stéphane pour expliquer de nouveau la situation générale en matière de responsabilité. Merci beaucoup, Maria. Deux choses que je voudrais dire là-dessus. D'abord, en ce qui concerne la responsabilité et puis le cas auquel tu réfères. En ce qui concerne la responsabilité, la règle est la même pour tous les contrats. Ça veut dire que toutes les sociétés, tous les laboratoires de vaccins sont responsables sur base des règles, des règles européennes dans le domaine des responsabilités des produits. Donc, le producteur, le laboratoire est responsable pour le produit, le cas échéant le vaccin qui a été produit.
il y a dans certains cas spécifiques des possibilités pour la société de demander une indemnification aux États membres, dans des cas très spécifiques. Et c'est vrai que dans les contrats qui ont été publiés, cette partie, ou certains paragraphes de cette partie sont de temps en temps noircis. Mais le principe reste, la responsabilité est auprès des sociétés. En ce qui concerne ce cas-ci, je pense qu'il est complètement difficile de se prononcer. On ne peut pas se lancer dans la spéculation. Ce qui compte, c'est qu'on ait une vue claire et nette sur les cas. Et c'est justement pour cette raison-là qu'on a l'EMA qui fait une analyse scientifique, qui continue à faire un suivi scientifique de l'utilisation des vaccins. Donc je pense que ça c'est déjà un élément très important qu'il faut prendre en considération avant de se lancer dans des spéculations sur qui est responsable, pourquoi et quand. Merci. Merci beaucoup. Naomi. Mike's horse, Naomi. Naomi, are you with us? Can you hear me? Yeah, absolutely. Oh, brilliant. Okay. So my question is just briefly, there's a lot of excitement, particularly from Vienna, about Malta getting lots of doses compared to the size of its population. And the Maltese government has said that this was possible because it paid extra money for expedited delivery. I was just wondering, is there a similar deal behind this expedited delivery of the 10 million? Is it additional money at all? Thank you. Thank you very much. To start with, the contracts that we conclude with the different companies fix a price, and the price is the same for all the member states. So there is no difference there. Each member state pays the same price for the vaccine. That is very important. Secondly, as far as the distribution of the doses is concerned, we have already explained it several times in the context of the signature of the contract or in the context of deciding on the use of options. Member states have the possibility to, the starting point of these discussions, as I said yesterday, is a pro rata distribution on the basis of population, but member states may agree between themselves on a different distribution. So some member states may end up with more, other member states may end up with less of a particular vaccine. Thank you. Thank you. Angela. Yes, good morning. The director of the ECDC, my question is about the vaccine passports, by the way. The director of the ECDC says that basically we don't know. Angela, sorry. We will, I note down, we're taking things in order. I have possibly one last question specifically on vaccines and vaccination. Then we will move to Odile on vaccines in Africa, and then we will move to vaccines and travel. So, Christian, est-ce que ta question est sur le sujet vaccin, vaccination au sens strict? Si c'est le cas, je t'en prie. C'est pour moi? Je suis désolé, j'ai pas de caméra. Yep. Écoute, je vais rester dans le prolongement des questions qu'ont posées mes confrères. En fait, aujourd'hui, avec l'affaire AstraZeneca, se pose une question dans la confiance dans un vaccin. Donc, aujourd'hui, pour résumer, on a 4 vaccins qui ont été homologués par l'EMA, dont un qui pose des problèmes de sécurité. Est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est pas fondé? Le fait est qu'il y a un problème que l'EMA va tenter de résoudre avec sa nouvelle analyse. Ma question, elle est très bête. C'est est-ce qu'on peut imposer une vaccination avec AstraZeneca? Parce qu'en fait, dans les vaccinations, c'est la confiance des citoyens. On va se faire vacciner. Est-ce qu'un pays peut ordonner, exiger des citoyens qu'ils aillent se faire vacciner avec le AstraZeneca parce qu'il a plein de stocks de AstraZeneca, que les autres sont plus ou moins disponibles? Est-ce que le choix est laissé sur la vaccination? Et ma deuxième question, si AstraZeneca, qui a visiblement beaucoup de problèmes, se retrouve que les États membres ne lui achètent pas ce qui a été préordonné, mais que les États membres doivent acheter, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils se prennent un bouillon, ils demandent un remboursement, une indemnisation. Comment est-ce que ça va s'arranger? C'est peut-être une question bête, mais elle me turlupine. Merci.
entre les curiosités des uns et les questions bêtes des autres, on a l'impression qu'on est ici pour traiter de thèmes secondaires, alors qu'en fait, ils sont tous absolument essentiels. Il n'y a pas de questions bêtes, Christian, tu le sais bien. Je passe la parole à Stéphane. D'abord, peut-être, si tu me permets de souligner un élément en ce qui concerne la confiance des citoyens. Nous étions toujours conscients du fait que c'est important d'avoir la confiance des citoyens, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des vaccins, mais il faut aussi la vaccination. Et pour ce faire, il faut avoir justement la confiance des citoyens. Et une des raisons pour le faire, c'est de faire en sorte que tous les vaccins qui sont dans notre portefeuille sont évalués de manière détaillée par l'Agence des médicaments européens, qui évalue de manière très détaillée, en profondeur, tout ce qui concerne la sûreté, la qualité et l'efficacité du vaccin. Donc ça, c'est un élément très important justement pour obtenir cette confiance. En ce qui concerne la politique de vaccination et ta question, si on peut imposer une vaccination, d'abord, je te rappelle que les politiques de vaccination relèvent de la compétence nationale. Donc c'est aux États membres de décider quelle approche ils préfèrent suivre par rapport aux vaccinations. Je pense d'ailleurs que dans la plupart des cas, il s'agit de vaccinations justement volontaires et non pas obligatoires. Deuxièmement, ta question sur qu'est-ce qui se passe si un État membre n'achète pas. Je pense qu'on ne doit pas se lancer à ce stade-ci dans des spéculations. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on attend justement l'analyse de l'Agence des médicaments européens sur les éléments qui ont été rapportés. Et puis on verra quelle est la meilleure approche à prendre sur base de cette analyse. Merci. Christian, tu as une question de suivi. Oui, est-ce que l'EMA, là aussi c'est une question que vous allez peut-être pas pouvoir répondre, mais est-ce que l'EMA a pris en compte dans son analyse sur la sécurité du vaccin les problèmes que peuvent poser certaines pathologies? Est-ce que, par exemple, on peut dire que ce vaccin n'est pas recommandé pour les gens qui ont fait un AVC, qui ont des problèmes de coagulation, etc., etc., etc. Parce que finalement, là où on est en train de coincer sur l'AstraZeneca, c'est sur les thromboses, c'est-à-dire des caillots sanguins. Donc ça, je voudrais savoir si ça a été pris, parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre d'interventions aujourd'hui dans la presse, de médecins généralistes et d'autres spécialistes qui disent, bah oui, il y a effectivement des effets secondaires et on ne peut pas prescrire tel ou tel vaccin pour certains patients. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est, vous n'avez absolument rien à dire si jamais un État membre impose de vacciner avec AstraZeneca? Alors, sur ta première question, j'ai annoncé au début du Midday, tu n'étais peut-être pas là, qu'il va y avoir une conférence de presse de l'Agence européenne du médicament à 14h. Et donc, je t'invite à poser ta question à la directrice, Emer Cook, sur quels sont les éléments dont l'EMA a tenu compte dans son processus de recommandation sur ce vaccin. C'est l'Agence européenne du médicament qui est bien entendu non seulement la mieux placée, mais la seule placée pour te donner des éléments sur ce sujet. Et sur le deuxième, à ma connaissance, ça n'est absolument pas une prérogative de l'Union européenne que de dire aux États membres quelle doit être leur politique de vaccination dans le cadre des traités. Si par la moindre des chances il y avait une différence par rapport à ce que je viens de dire, bien entendu, nous te préviendrions immédiatement, mais ça n'est pas notre compréhension des responsabilités des uns et des autres dans le cadre des traités en matière de politique sanitaire. Je ne vois pas d'autres questions, donc je reviens à Odile et sa question sur les vaccins et l'Afrique. Merci. Oui. Merci. Oui, merci Eric. Le président Adesina de la Banque africaine de développement, le docteur Tedros de l'OMS, le président de l'Afrique du Sud et autres personnalités telles que le prix Nobel économiste Stiglitz réitèrent leurs appels à l'urgence d'une solidarité globale accrue en matière de justice de vaccins, notamment pour l'Afrique. Apparemment, pour le moment, il n'y aurait que 14,6 millions de vaccins qui leur seraient parvenus. Et ce qui est effectivement très loin de 60% pour atteindre une immunité globale.
Par la suite, il rappelle qu'il y a 39 millions d'Africains qui risquent de tomber très rapidement dans une extrême pauvreté, avec toutes les conséquences, non seulement pour l'Europe, mais pour le continent entier. Et donc, ma question, envisagez-vous d'accroître les montants de l'initiative COVAX, d'une part, et si ce n'est pas possible, comme le président de la Banque africaine de développement, M. Adesina, l'a rappelé, il pense donner des fonds pour développer l'industrie pharmaceutique en Afrique et également la fabrication des vaccins, mais aussi dans l'ensemble des médicaments. Mais évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors, parallèlement, dans cette situation d'urgence, où déjà plusieurs pays africains font appel aux Chinois, aux Indiens, etc., quelle est votre attitude, éventuellement, dans le cadre de la stratégie EU-India, de passer un accord avec la firme de Poonawalla Serum Institute of India, qui a une capacité de production de 1 milliard de vaccins pour cette année. Merci. Anna. Merci beaucoup pour cette question, Odile. C'est une question très riche qui touche à beaucoup de sujets. Donc, je vais essayer de couvrir un petit peu tous les points que tu as soulevés. Concernant la contribution de l'Union européenne et de toute Team Europe pour le COVAX, je suis sûre que tu as suivi le dernier sommet du G7 où notre président de la Commission a annoncé en fait que l'Union européenne, et ça c'est de fond le budget de l'Union européenne, on allait doubler notre contribution pour COVAX jusqu'à le milliard d'euros. Comme tu sais très bien, toute le Team Europe, donc ça compris l'Union européenne et aussi notre États membres et la Banque européenne d'investissement, on est un des plus grands bailleurs de l'initiative COVAX. Et c'est à juste titre parce qu'on maintient très fermement que COVAX est le meilleur véhicule et le meilleur mécanisme pour garantir et aller en avance avec la solidarité concernant l'accès au vaccin d'une façon juste et d'une façon affordable. Ça ne me vient pas maintenant à la tête, désolée. Aséquible. Accessible, aséquible en espagnol. Bon marché. Bon marché. C'est pas exactement ça, mais on va y aller avec ça. Donc, cette 2,2 milliards d'euros de Team Europe va être une contribution clé, si on peut dire comme ça, pour contribuer à l'objectif de COVAX de délivrer 1,3 milliard de doses pour les pays de revenus bas et moyens bas. Et comme tu sais très bien, la plupart sont en Afrique. Concernant, peut-être je passe directement à ta question sur la possibilité d'appuyer le capital de production locale. C'est une question qui a été déjà abordée par la commissaire de partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, il y a quelques semaines déjà au Parlement européen, dans le DV Committee. Donc, elle a déjà expliqué que, d'ailleurs, oui, la Commission est en train d'analyser, d'étudier les possibilités de moyens d'y soutenir les capacités de production locale pharmaceutique en Afrique. Tu sais très bien qu'on attend que les deux co-législateurs puissent adopter formellement le nouvel instrument qu'on va avoir dans la période 2021-2027 concernant le NDC, le nouvel instrument pour le Neighborhood Development and International Cooperation Instrument. Donc c'est avec cet instrument-là et aussi bien sûr avec le nouvel fonds européen d'appui à le développement durable qu'on aurait les moyens pour étudier tout ça. Donc c'est clairement une autre piste qu'on explore, et d'ailleurs il y a des discussions là-dessus avec l'Union africaine dans une phase importante.
Et, oui, oui, qui sont en train d'avancer. Et juste peut-être pour terminer avec la question sur l'impact sur la pauvreté, c'est une chose que bien sûr on suive très de près. Tu sais très bien que l'Union européenne et toute le Team Europe a aussi mobilisé très rapidement un paquet très significatif de soutien pour tous nos partenaires de 30,5 milliards d'euros pour appuyer la réponse au Covid et aussi, bien sûr, pour contribuer à garantir qu'il y a la nutrition et la food security qu'on tient compte vraiment. Et aussi, notre commissaire a très clairement dit aussi que food security, donc la sécurité alimentaire et la nutrition, va être aussi un des objectifs prioritaires dans la programmation de l'INDICI. Donc, juste pour te dire qu'on travaille là-dessus. Et juste peut-être pour mémoire, du paquet de Team Europe pour la réponse globale à le Covid, 8 milliards, ça va aller et c'est en train d'être implanté pour des actions en Afrique. Merci. Affordable en français, abordable, ou si c'est more affordable, plus économique. Alors, Odile, une question de suivi. Oui, vu la lenteur effectivement du processus entre les différentes institutions, etc., est-ce qu'il n'y a pas des mesures d'urgence à adopter finalement? Parce que fin 2021, 2022, on espère que la pandémie sera quand même sous contrôle. Mais si ce n'est pas le cas en Afrique, ce sera des conséquences pour tout le monde aussi. Merci Odile pour la question. J'aimerais juste peut-être rappeler que le processus de produire des vaccins, c'est un processus, on peut dire, vachement complexe. Et tous les experts nous disent en fait qu'on va sûrement avoir besoin de produire des vaccins à long terme. On va peut-être devoir se vacciner chaque année pendant quelques années jusqu'à qu'on a vraiment sous contrôle tout ça. Donc c'est pour ça que je pense que ce débat ici, on doit le voir à moyen et long terme et pas justement maintenant. C'est très clair qu'on doit ramp up, on doit augmenter rapidement tout ce qu'on peut, la production de vaccins dans tout le part qu'on peut et que c'est feasible qu'on puisse le faire. Mais juste pour te dire que oui, que c'est un objectif, que c'est pas juste pour les médias. Ça va être vachement un objectif à voir à moyen et long terme aussi. Je pense que nous pouvons dire particulièrement. Particulièrement. Merci. Merci. Noureddine, sur le même sujet. Je pose la question sur le même sujet. Ce matin, le Médecins sans frontières a dit à la Commission de développement que les estimations sont à la fin de l'été, 70% des populations des pays industrialisés seraient vaccinées et qu'à la fin de l'été, ce ne sont que 3,3% des populations des pays du Sud ou des pays en voie de développement qui seraient vaccinées et que vers la fin de l'année, il y aurait uniquement 20% de la population des pays du Sud et que la solution ne pourrait être que le déploiement de technologies pour fabriquer à une échelle assez large dans le Sud. Nous avons entendu à la Commission M. Thierry Breton dire, je pense plus qu'une fois, que si le processus est très compliqué, pour fabriquer, pour installer une usine, c'est 4 à 5 années, il avait dit une fois ici, à Bruxelles, mais d'après les experts que Médecins sans frontières se basent sur, apparemment, les technologies sont beaucoup plus simples et que sans déploiement industriel ou de technologie pour fabriquer ces vaccins dans les pays du Sud, l'humanité ne pourrait pas s'en sortir. Je sais qu'Anna a répondu partiellement. Le problème est que parfois, il prend même une dimension morale
tel qu'une fois le directeur général de l'OMS avait dit, d'un échec moral de l'humanité si il n'y a que 3% de la population d'ici des mois qui seraient vaccinés. Par contre, au nord, il y a 80% ou 70%. C'est un problème assez sérieux et c'est comme si nous avons une union, pardonnez-moi, solidaire des entreprises ou bien des gouvernements européens qui ne commandent pas, qui sont aussi dans une situation de suivi de ce que imposent les multinationales et les sociétés pharmaceutiques. Je te remercie. Noureddine, excuse-moi, je n'ai pas compris quelle était ta question. J'ai compris que tu nous as exprimé une position extrêmement bien exprimée et très articulate, comme on dit en anglais, mais quelle est la question de la Commission européenne? Est-ce que la Commission européenne prendrait l'initiative d'appeler les États membres à soutenir une approche de déploiement industriel de cette technologie dans les pays du Sud? Voici ma question. Merci. La Commission européenne pourrait-elle prendre une telle initiative? Je te remercie. Donc je pense que, comme peut-être c'est plutôt pour ma collègue Myriam, mais je pense que la Commission européenne a soutenu et a déjà dit à plusieurs reprises que nous, on soutient les accords volontaires pour faire les licences nécessaires. Donc on pense que dans le cadre des accords volontaires, on pourrait faire tout ça. Bien sûr, je pense que pour faire ce type de choses, on doit avoir bien sûr les gouvernements de pays tiers qui soutiennent cette approche aussi bien sûr des entreprises peut-être locales, y compris aussi les producteurs du vaccin pour aussi faire partie de ce processus en train de faire les licences pertinentes. Donc c'est pas une chose juste pour nous à dire, mais on pense qu'on est clair qu'une des pistes serait bien sûr les accords volontaires dans cette chambre-là. Merci beaucoup, Anna. Alors, je passe maintenant la parole donc à Gabriela sur le lien entre vaccination et, si j'ai bien compris, liberté de mouvement. Gabriela. Yes, thank you very much, Gabriela Barcinska, Reuters. So you talked about common, safe, and joint opening. Could you tell us a bit more about the proposal that's coming tomorrow? Beyond the certificates themselves, what else will be in the communication? Where do you want to put emphasis on? Well, Gabriela, the college meeting is tomorrow. You have the president of the commission who's going to be coming down tomorrow to the press room to explain to you. So I would not be doing my job if I was to reveal to you everything that was going to be discussed tomorrow by the college. I understand, of course, your question, but I'm afraid you will have to be patient and wait for the press conference tomorrow. Angela. Yes, I fear the same answer, but I try anyway, because I read what the director of the ECDC, Andrea Ammon, said this morning about the vaccine passport. He said that we don't know a lot about vaccines. We don't know how much they get us immune to the disease. So basically, it seems to advise against a vaccine passport, even though he didn't say it explicitly. So my question is, how do you comment this, the fact that it can be evidently a vaccine passport, otherwise it has to be just a medical document? And how would you comment the fact that we are not evidently in the situation to have certainties to have to build a vaccine passport? Thank you. Thank you. So the first thing is that we don't call it a vaccine passport, okay? We call it certificate, the green digital certificate. Indeed, it's related to the to free movement in the context of the COVID pandemic. That's the first thing to say. Precisely because, as you rightly point out, it is a document that will describe the medical situation
of the individuals who hold this certificate. And we have said, this is no secret, that there are three dimensions to this health situation that we need to take into account: whether a person has been vaccinated, whether a person has taken a PCR test, or whether a person has immunity thanks to a recovery from the COVID crisis. But we've also from a COVID infection. We have also said that indeed there are questions that need to continue to be evaluated even as we move forward on the proposal, and in particular the one that you have mentioned about the immunity and that a person that has been vaccinated has, and the fact that they cannot transmit or rather that they cannot transmit the disease despite being themselves immune thanks to the vaccine. So these are questions which we will continue to work on. But the certificate will describe a factual situation with the objective of allowing member states to implement policies when it comes to facilitating free movement within the European Union. But I invite you to wait for the press conference tomorrow, where you will be able to ask these questions once again. Oliver, thank you for your patience, and we come to your question on data. Hi. Yeah. Hi. Hello. We're actually on hate speech online. I've printed out the reply I got from Twitter when I flagged a very pestilential user last week, 2 weeks ago or something. And as you can see on this printout, Twitter tells me that, yes, this is a really pestilential, hateful person spreading targeted harassment and so forth. But when you go online, you still find that account active. So my question is, in light of the code of conduct the Commission agreed upon with the leading social media platforms 5 years ago, I think, or 4 years ago, what's the value of this code of conduct if such hateful speech is still happening, even when these platforms themselves say that, yes, this is hateful behavior, and thank you for flagging it? And don't you think there should be some legal regulation of this matter? Thank you. Thank you. I think that's exactly what we're doing, Oliver, precisely because of the assessment of the Code of Conduct. But of course, I pass the floor to Johannes on this issue. Thank you, Eric. Yes, indeed. I mean, you know very well, Oliver, that we have proposed the Digital Services Act, which clarifies the responsibilities of online platforms. Also, of course, clarifies the rights you have as a user, for example, to seek redress in case you think something was deleted that was not illegal, which is not your case. And of course, we also clarify the oversight structures within Europe. But on the code of conduct specifically, this is a justice matter, so Christian could maybe tell you more about the current state of play. But indeed, as Eric said, this is why we have put forward the Digital Services Act. And I'll leave it at that. But of course, I can't comment on the individual case that you mentioned because it was very difficult to see what you held in the camera. No, in any case, we would not comment on an individual case. But I think that Johannes' point is exactly the right one. It's precisely, we first moved on working with the platforms on the basis of a code of conduct, and based on the experience gathered, it is now clear that the time has come to take another step, which is a more regulatory step, which is why we have come forward with these proposals. Oliver, follow up. Yeah, thank you for this. Well, I mean, the individual case is not important because it's only an illustration I wanted to use here of a general problem, that flagging these things with the companies doesn't work. The proposal you made, the Digital Services Act, I mean, until that enters into force, it's going to take us years until it enters into force, 2 years, 3 years, however. What do you intend to do in the meantime? Because in the meantime, hateful behavior will continue.
social media will continue to descend even more into the cesspit of hate and ghastly behavior. And in the end, as we have seen quite often, these hateful campaigns might even lead to people getting killed. So what do we do in the meantime until this law is being hopefully voted into force at some point? Thank you. Christian, can you say something on that? Yes, thank you, Eric. Thank you, Oliver. I can maybe clarify a little bit what the Code of Conduct does. And actually, what you just mentioned at the end, that of course legislation takes a while on European level, is one of the main reasons why the Commission originally had come forward with this Code of Conduct, because it was a matter of urgency and something to tackle swiftly. And so with this direct cooperation with the online platforms, this was possible to swiftly achieve results. And I would not agree with you, however, that the Code of Conduct does not deliver results. I can just remind, I quickly digged out the latest evaluation from last year, which says that by now the companies assess 90% of the flagged content within 24 hours and remove 71% of the content deemed to be illegal hate speech. So there's huge amounts of content that are being analyzed swiftly, and also, if they are deemed illegal, removed. Of course, we should not forget that we are here in an area where we always have to find the right balance, and this is a fine line between the freedom of expression and illegal hate speech, because not all hate speech, sorry to say, put it like that, is also illegal. We have a framework decision against racism and xenophobia on European level, which is basically the basic framework for this, where member states then also have put in place laws at national level that define which hate speech is illegal hate speech. And this is the basis on which we're working, because whether we like it or not, maybe not everything that is being flagged here is illegal. And this is why we have also often said we don't want to come to 100% of deleted content from this flagged content, because there always has to be a certain balance, and this fine line has to be drawn between freedom of expression and fighting illegal hate speech and hate on the internet. Thank you, Oliver. I'll give you a last follow-up. Do whatever, ask whatever you want, but please do not read out the tweet. I'm sure you wouldn't. No, I'm not. The thing is, I know the statistics that you just quoted, Christian, but the fact is, during the time that the companies supposedly upped their game in taking down illegal online content, hate speech, and so forth, the storm of the Capitol in the US was organized primarily through Facebook groups and in plain sight through many, many Facebook groups. The heinous murder of Samuel Paty, the French teacher, by an Islamist extremist was also sort of organized, well, not organized, but basically created through an atmosphere of hate on Facebook, and so forth and so forth. There might be many other examples. You know the French teenager Mila, who lives under police protection because there's also sort of an online, movement being organized on Facebook and Instagram or wherever that is threatening to kill and do all kinds of horrible things. So these statistics are good on paper, but in practice, I don't really see the effect of the Code of Conduct. Well, one doesn't exclude the other. You don't know what would have happened if these other contexts had not been deleted, Oliver. Let's be clear. So it's not because things are not 100% right that they are 0% right or that they're 100% wrong. You have to see what might be the counterfactual. But this does not obviously take away from the seriousness of some of the crimes, indeed, that can take place based on social media activity. But when it comes to terrorist content, I would like to give the floor to Adalbert.
Thank you, Eric, and thanks, Oliver. Of course, we discussed in quite a lot of depth the issue of hate speech, but when it comes specifically to some of the aspects that you mentioned, they would fall more even under the definition of terrorist content. And in this respect, I just wanted to remind everyone that there was a political agreement on a regulation that the Commission had proposed on terrorist content online. I believe in December, there was a political agreement on this, and now procedures are pending in the European Parliament and the Council for formal approval of this regulation. And once it has been approved, one of the key rules that it puts in place is that terrorist content specifically will have to be removed within 1 hour of its notification by member states' authorities. So there will be a very, very strict and very effective tool for the removal of this most harmful content from the internet. Thank you very much, Adalbert, for these additional elements. I will now close the midday briefing. Thank you very much for your participation, and I look forward to seeing you tomorrow for the college readout with President von der Leyen and Commissioners Thierry Breton and Didier Reynders. Thank you. See you tomorrow.